Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, rebonjour. Rebonjour, puisque maintenant c'est le BABA, c'est l'échange avec le public que nous allons enregistrer, l'échange avec le public présent à la mairie du 9e le dimanche 16 juin. Nous avons abordé deux questions, nous avons commenté les deux discours du Premier ministre, celui devant l'Assemblée et celui devant le Sénat, et nous nous sommes intéressés à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Et nous sommes maintenant à la disposition, nous sommes avec Lucille Schmitt, Béatrice Gibelin et Marc-Olivier Padis, à la disposition de vos questions. Il y en a déjà une là à gauche, si vous juste attendez le micro pour qu'elle soit enregistrée, le voilà. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai entendu tout à l'heure qu'on pouvait poser des questions sur éventuellement d'autres sujets. Sur des sujets, il est certain que nous n'avons pas des réponses sur tous les sujets, mais nous sommes entraînés à faire semblant. Et vous pouvez même poser des questions sur l'émission, son fonctionnement, ses dessous, ses coulisses. Alors vous n'allez pas être déçus. Donc ma question porte sur l'Europe et je le fais en compagnie du général de Gaulle qui est présent là. En ayant inventé la politique de la chaise vide. Cette question porte sur les déclarations qu'on a entendues sur le candidat annoncé comme le plus ayant plus de chances de devenir le prochain Premier ministre en Grande-Bretagne, et qui déclare que il souhaiterait que le Brexit se fasse avec un deal, mais qu'il va revenir à la table des négociations, qu'il est prêt à partir sans deal et sans, en particulier, sur les conseils d'ailleurs de Donald Trump, payer la facture estimée entre 40 et 50 milliards d'euros. J'étais très étonné de ne pas entendre un seul commentaire dans la presse, en tout cas en France, parlant de du caractère crédible de cette annonce. Et en fait, je me pose la question de savoir quelles sont les cartes dont disposent les négociateurs de l'Union européenne face à une telle menace. Et peut-être que le fait qu'il n'y ait pas de commentaires est le signe que les cartes sont assez faibles. Mais c'est une question totalement... Qui d'entre vous? Moi, Béatrice. Je pense pas qu'il y ait forcément faiblesse, mais j'allais dire accréditer et discourir sur les positions de Boris Johnson, alors qu'il n'est pas encore candidat, et alerter n'est sans doute pas la meilleure des stratégies. On dirait encore que c'est une ingérence, qu'il faut laisser les Anglais décider eux-mêmes, etc. Donc, pour l'instant, Boris Johnson est en campagne à l'intérieur, chez lui. Et les situations internes déterminent beaucoup de choses par rapport aux situations externes. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui se passe dans le discours sur l'Iran, tant aux États-Unis que les Iraniens, c'est aussi à des fins de géopolitique interne, bien évidemment. Les États-Unis montent leurs muscles et l'Iran joue une carte nationaliste. Les Iraniens sont extrêmement nationalistes, même s'ils n'adhèrent pas dans leur grande majorité au régime, mais quand l'Iran est attaqué, alors là, ils sont d'abord iraniens. Bon. Et je pense que dans le cadre de Boris Johnson, c'est quelque chose qui s'adresse à son futur électorat, c'est-à-dire, au fond, aux militants des Tories qui vont le choisir. Bon. Après, il fera quoi? Tout dépend s'il a en face de lui un front uni des 27. Il aura un front uni des 27. Tout ce qu'ils espèrent, c'est toujours la même stratégie des Britanniques, diviser pour régner. S'il n'arrive pas à diviser, il sera en situation difficile. Et un État qui ne respecte pas les engagements de l'État, il se discrédite fortement aux yeux de l'ensemble de la communauté internationale. Donc on peut, là encore une fois, faire des grands discours, comme il les a fait d'ailleurs pour la campagne du Brexit il y a 2 ans et demi, bientôt 3. Donc je pense que ceci explique la retenue qu'on met face à cet individu. Oui, je pense qu'on peut rapprocher en effet cette fanfaronnade de Boris Johnson de ses grandes déclarations sur ce que le système britannique de santé allait gagner comme millions de livres par jour. 380 si la Grande-Bretagne se retirait de l'Union européenne.
Est-ce que quelqu'un d'autre va Moi, je veux intervenir bien, sur ce mais- sujet ou est-ce que celui-ci... Non, moi, je juste dire une petite chose, c'est qu'en plus, il faut voir comment est la société britannique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est en fait divisée en 50-50 entre les pro-Brexit et les anti-Brexit. Et que si Boris Johnson devient Premier ministre, évidemment, il sera plus seulement en campagne chez les conservateurs. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a un tempérament à la Trump. Hein, c'est une sorte de Trump britannique. Et on voit comment il peut jouer du chaud et du froid pour construire des positions de négociation. Ce qui est intéressant, c'est aussi de constater combien ces personnages publics, en fait, prennent du pouvoir sur la scène internationale et qu'on se pose la question de l'avenir de nos démocraties soumises à la cyclotimie de ces personnes. S'il veut être un Premier ministre conséquent, il devra aussi tenir compte du fait qu'il a 50%, et même dans certains sondages, plus de 50% des Britanniques qui sont maintenant anti-Brexit. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a une coalition contre lui à l'intérieur de son propre parti, qu'il n'est pas sûr que cette coalition ne l'emporte pas. Donc, ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui suivent, nous consacrerons, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais enfin, dans les émissions thématiques, nous en consacrerons une avec Pauline Schnapper à la Grande-Bretagne ou à ce qui reste de la Grande-Bretagne ou ce qui restera de la Grande-Bretagne après le Brexit, quelle que soit la forme du Brexit, avec évidemment la question écossaise qui ne peut pas ne pas avoir par effet de ricochet des implications sur la situation du pays de Galles. Je ne sais pas si vous avez vu cette magnifique bourde écrite du président des États-Unis. Alors malheureusement, elle ne peut être que lue, elle ne peut pas être dite, mais il est très content d'avoir rencontré la princesse des baleines, the Princess of Wales, avec un H mal placé. Et donc, la première de nos émissions thématiques sera consacrée à la Grande-Bretagne avec Pauline Schnapper. D'autres questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Nicolas Rips, médecin généraliste. En fait, je voulais poser une question à Lucille Schmitt. C'est à propos du verdissement de la Macronie. Il y a eu un début de semaine dernière un amendement qui avait été proposé sur les vols intérieurs. Je voulais savoir s'il y avait une pertinence et si la façon dont ça avait été géré par le gouvernement, ça a laissé à présager sur leurs attitudes vis-à-vis des questions d'écologie. Voilà, merci. Lucille. C'est une question faite pour moi, pour que je puisse critiquer le gouvernement, je pense. Non, ce qui me semble important, c'est qu'effectivement, le débat public sur la question de la place de l'avion a pris en quelques mois une importance, y compris dans les dîners en ville ou les dîners familiaux, qu'on n'aurait pas anticipé. Je rappelle qu'au moment de la COP21 en 2015, le fait qu'il y ait une exonération totale, en fait, de l'aviation par rapport aux disciplines qui sont prévues par l'accord apparaissait comme quelque chose de naturel. Et donc, nous sommes 4 ans après, et brusquement, il y a une irruption de cette question de l'avion et je trouve ça extrêmement intéressant. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de taxation du kérosène tandis qu'on taxe l'essence des voitures? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de pour les riches ou pour les pauvres? C'est pas sûr parce que aujourd'hui l'avion à très bas prix, le tourisme de masse bénéficie à l'ensemble des classes sociales. Par rapport à votre question précisément, effectivement, Delphine Batho, François Ruffin notamment, et puis avec d'autres députés, ont porté à l'Assemblée nationale la possibilité, en fait, d'interdire des vols intérieurs lorsqu'il y avait une liaison alternative en train qui était possible. À partir, je ne sais plus, il y a plusieurs amendements en fait qui ont été déposés. Est-ce que c'est 2h30, 3h, 4h, où il y a la possibilité de taxer davantage le kérosène. Donc il y avait interdire l'avion ou taxer en fait l'avion de façon à augmenter le prix des billets et pouvoir reverser éventuellement certaines ressources pour développer le train. Moi, je trouve que ce débat est intéressant. Il apparaît, ceci dit, un peu technique, en fait, par rapport à, pour reprendre ce que disait Jean-Louis sur le fait qu'on ne comprend pas toujours, au fond, comment certaines mesures renvoient à un projet de société. Après, les réponses d'Elisabeth Borne, ministre des Transports, ont été très... je pense que ça donnait le sentiment qu'on n'avait jamais regardé sérieusement en fait les possibilités de prendre en considération ces amendements, avec l'idée qu'au fond ça relevait du niveau européen ou du niveau international. Donc je dirais que c'est une sorte de patate chaude, c'est-à-dire que quand on n'a pas envie de se pencher sur quelque chose, on dit que ça relève du niveau européen, ça c'est classique. Je pense que la ministre des Transports aurait gagné à montrer peut-être pourquoi elle n'acceptait pas ce genre de choses d'une façon un peu plus précise, un peu plus objective, et ne pas se contenter de répondre c'est un sujet international.
international, c'est un sujet européen, et puis de toute façon, l'avion existe et continuera à exister. On est sur une situation où aujourd'hui, par exemple, développer les aéroports, comme ça allait être fait à Notre-Dame-des-Landes, c'est une question qui pose des enjeux en termes de coût de l'inaction écologique ou en termes de prospective sur le développement des vols qui ne se posaient pas, là aussi, il y a 6 ou 7 ans. Les passagers qui ont attendu 6 heures dans un tunnel pour aller de Paris à Montpellier et ceux qui ont mis 8 heures pour aller de Paris à Bordeaux ont dû changer d'avis par rapport à l'avion. Marc-Olivier Padis. Pardon, c'est vrai que c'est un débat qui a émergé aussi finalement avec le mouvement des Gilets jaunes, puisque c'était une protestation, ce mouvement, contre l'augmentation progressive du coût de l'énergie. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que finalement, il y avait des secteurs qui étaient exemptés des taxes sur les carburants, donc notamment l'aviation, et puis l'agriculture, les bateaux, et puis des secteurs industriels. Donc, alors au niveau international, mettre des taxes sur le kérosène, ça supposerait un accord international. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on pourrait changer les choses au maximum sur les vols intérieurs européens ou sur les vols intérieurs français. Donc c'est ça qui a fait bouger les choses. Et puis il y a eu une décision qui a été prise, ou en tout cas discutée, je ne sais plus, aux Pays-Bas, pour supprimer une ligne Rotterdam-Bruxelles ou quelque chose comme ça, qui peut se faire aussi bien en train. Mais donc on voit bien que le sujet finalement est apparu de façon plus large, et il sera reposé à l'Assemblée citoyenne, qui doit être donc tirée au sort et qui doit se réunir à partir de, on ne sait pas, de l'été, de l'automne, pour discuter finalement comment est-ce qu'on revient sur ce coût de l'énergie, puisqu'on voit bien que c'est très compliqué de réintroduire une taxe carbone, mais en même temps, en termes de trajectoire environnementale et climatique, on ne sait pas vraiment faire sans une taxe carbone de plus en plus lourde. Et donc, c'est un peu ce qu'on attend de cette assemblée délibérative, c'est de dire c'est quoi finalement le juste équilibre qu'il faut trouver. Et je signale au passage, il y a un très bon dossier de Alternative économique sur les vols, enfin sur l'aviation, voilà, dans le numéro de ce mois-ci, notamment sur le nombre d'aéroports qui existent en France, qui est assez incroyable, et des aéroports parfois en province qui sont complètement sous-utilisés, avec un nombre de passagers qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qui avait été annoncé au moment de la construction de ces équipements. C'est une question qui est très liée à celle du tourisme, dont il faut rappeler la définition par Jean Mistler. C'est une industrie qui consiste à transporter des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux. Et je dois dire que nous consacrerons l'une de nos thématiques à cette question du voyage, du tourisme, de ses conséquences, de ses dommages collatéraux. Nous le ferons avec Jean-François Rial, qui est le fondateur de Voyageurs du Monde et qui, après avoir été l'un des artisans de l'expansion d'un tourisme, je dirais d'un tourisme actif, enfin d'un tourisme qui ne soit pas un tourisme de pure consommation, se consacre maintenant beaucoup à réfléchir aux moyens de, j'allais dire, enfin je trouve que le mot est complètement galvaudé, mais la rapidité avec laquelle nous galvaudons les mots est confondante, mais d'un tourisme responsable, en tout cas d'un tourisme qui prenne en compte les données, qui prenne en compte ses propres conséquences. Ça, donc, c'est la thématique, je pense que c'est la dernière que nous diffuserons pour vous donner un peu la nostalgie de vos vacances. On la diffusera début septembre. Enfin bref, voilà encore un sujet qui sera traité par le Nouvel Esprit Public, c'est-à-dire encore une raison de souscrire un soutien. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus, mais si vous avez des questions sur le soutien, vous me les posez, je vous réponds. S'il y a d'autres questions, nous les prenons cependant. Y en a-t-il ? Il y en a une. Merci. Une question pour Béatrice Gibelin. Est-ce que vous établissez une corrélation avec l'attentat qu'il y a eu sur le pipeline transarabique exploité par l'Aramco, qui était vers le 14 mai, et ce pipeline, en fait, est capable de déverser une partie de la production saoudienne vers la mer Rouge. Donc, et ça, et évidemment, l'attaque aux mines. Oui, parce que effectivement, cette attaque par drone, d'ailleurs, sur les oléoducs, est d'ailleurs revendiquée très clairement par les Houthis. Les Houthis étant au Yémen, le groupe,
l'ensemble de tribus, tout au moins, qui est soutenu par l'Iran. Donc évidemment, on fait très vite la correspondance, c'est le soutien de l'Iran sur les Houthis interviennent sur les oléoducs d'Arabie Saoudite, donc l'Iran veut déstabiliser l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est le raisonnement comme ça. Alors que les Houthis interviennent pour fragiliser les oléoducs qui traversent effectivement toute l'Arabie, sans aucun doute, ils sont en guerre contre l'Arabie Saoudite, mais ce qui me fait dire aussi que l'Arabie Saoudite ne se mettrait pas un deuxième front en ce moment dans le golfe arabo-persique, parce que si vous dites que persique, à ce moment-là, vous êtes interdit de débarquer, ou presque, comme c'est arrivé à un de mes étudiants, qui avait un ouvrage sur le golfe persique et qui s'est fait arrêter parce qu'il avait un ouvrage qui était évidemment tout à fait signe de sa rébellion contre l'Arabie Saoudite. Donc ça reste un sujet extrêmement sensible. Mais il faut bien comprendre aussi, si vous voulez, que pour les Iraniens, l'Arabie Saoudite, les Émirats, tout ça, c'est rien. C'est jamais que des tribus nomades qui n'avaient aucune culture, qu'ils ont dominé pendant très longtemps, et ils en ont l'intime conviction. Il y a une forme de mépris culturel pour ce qu'il y a en face de l'autre côté du golfe Persique. Même si les Iraniens font énormément d'affaires avec Dubaï. Le nombre d'Iraniens à Dubaï qui achètent des appartements, qui font ou même les riches iraniennes qui vont, respirer un peu, vous vous rendez compte, à Dubaï pour aller dans les malls, pour aller chez le coiffeur, pour aller chez l'esthéticienne. Enfin bref, pour souffler un peu par rapport à la chape parfois, qui existe de moins en moins parfois, mais de temps en temps, ça leur reprend en Iran. Donc, il faut avoir ça dans la tête pour analyser comment les uns et les autres se voient. Et l'Iran se voit la puissance régionale. Et seulement l'Arabie Saoudite veut jouer ce jeu-là. Moi, je miserais quand même plus sur l'Iran que sur l'Arabie Saoudite. Mais bon. L'idée d'aller chez le coiffeur à Dubaï me plaît bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions nous allons laisser un peu de temps si quelqu'un veut se déterminer. Eh bien, il semblerait que dans l'impatience que vous êtes d'aller cliquer sur le lien « Soutenez-nous » sur notre site, vous ne puissiez plus trouver le temps de poser des questions. Il nous reste donc à vous remercier et à vous dire à la semaine prochaine pour ce qui est de la diffusion des émissions, puis pour ce qui est ensuite des thématiques, et à la rentrée à l'école alsacienne, sans doute le 8 septembre. Merci beaucoup.